Bienvenue à tous. Je veux commencer par dire que si vous étiez en retard pour la présentation de ce matin, elle sera sur le site web de QSSO. Nous avons bien compris qu'il y avait des problèmes de circulation ce matin. Bonjour à tous, je m'appelle Suzanne Fitzpatrick. Je suis PDG du réseau local de Toronto Centre après avoir passé 33 ans dans le service public ontarien. Je travaille au réseau local depuis un mois et je serai la modératrice de la séance de ce matin. Voici ce dont nous allons parler. Le système de santé ontarien, normalement, offre des épisodes de soins de haute qualité. Cependant, si nous nous comparons à l'international, nous voyons que nous devons améliorer la livraison de soins intégrés et nous concentrer sur les transitions des patients. Et pour nous occuper de ces problèmes, nous avons lancé plusieurs projets majeurs pour améliorer les soins intégrés dans notre système. Nous allons discuter de l'approche actuelle des soins intégrés en Ontario. Nous allons parler des transformations qui sont mises en œuvre grâce à Maillon Santé, à la réforme des soins de santé primaires et aux soins à domicile. Nous allons parler de nouveaux modèles de gouvernance comme les carrefours santé. Nous allons parler de modèles de financement intégré, de l'utilisation de données et de plans d'amélioration de la qualité, tout cela pour améliorer l'intégration et engager les patients davantage. Nous allons commencer par le point de vue d'un patient. C'est quelque chose que QSSO a recommandé, c'est-à-dire d'avoir le point de vue d'un patient pendant nos séances. Donc, nous avons invité Ed à venir nous parler. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui, comprendre la performance actuelle de l'Ontario par rapport aux soins intégrés. Nous voulons en apprendre davantage sur la transformation qui est en train de se produire dans le système et, en fait, entendre des experts là-dessus. D'abord, je veux faire quelques avertissements. Nous n'avons aucun lien avec intérêts commerciaux. Nous n'avons reçu aucun soutien commercial et n'avons pas de conflit d'intérêts. Et cette séance n'a reçu aucun soutien commercial. Laissez-moi vous présenter nos intervenants. D'abord, Ed Wroblewski. Nous avons passé une petite demi-heure à discuter avant la séance. Il a passé 10 ans à enseigner et à administrer des commissions scolaires à Montréal. Ensuite, il a été directeur dans le secteur automobile pour 15 ans. Ensuite, il a passé 10 ans dans le domaine des services de gaz partout au Canada. Ensuite, il a fournit des conseils en ressources humaines et relations de travail pour des grandes multinationales. Il est maintenant à la retraite, marié à Mary Ferguson Paré. Il a 5 enfants et 14 petits-enfants. Il vit à Lakeville, en Ontario, sur une grande ferme. Ensuite, nous avons Winnie Doyle. Winnie a 35 ans d'expérience dans le système de soins de santé en tant que sage-femme, infirmière, éducatrice et directrice. Elle est vice-présidente et infirmière-chef au Centre de santé de Saint Joe à Hamilton. Elle s'engage beaucoup pour l'amélioration des soins de santé et l'implication des patients. Elle a un bac en soins infirmiers et une maîtrise en administration de soins infirmiers. Et elle enseigne à l'école de soins infirmiers de McMaster University. Troisième présentateur, Wade Petranek. Il est un membre certifié du Collège canadien des leaders en santé et un comptable. Président et directeur général du Centre de santé régional de Dryden depuis 2005. Il a des rôles de direction depuis 24 ans. Il a également été président du Conseil de leadership des petits hôpitaux ruraux du Nord de l'Association des hôpitaux de l'Ontario et a coprésidé le comité consultatif sur les centres de santé multisectoriels. Il est également président de la Northwest Health Alliance, qui rassemble 13 hôpitaux du nord-ouest de l'Ontario, et également un membre du Conseil de leadership en intégration du réseau Nord-Ouest. Quatrième intervenante, Dr. Pauline Pariser. Elle pratique la médecine familiale depuis 30 ans
Elle est une des fondatrices de l'équipe de santé familiale de Turtle Creek. Elle enseigne au département de médecine familiale et communautaire. Elle a gagné plusieurs prix et en 2009, elle a été nommée médecin de famille de l'année pour la région de Toronto. En 2011, son équipe de santé familiale a été reconnue par le Collège des médecins de famille de l'Ontario comme étant le cabinet de l'année. En 2012, elle a été nommée directrice associée du réseau universitaire de santé et chef des soins primaires pour SCOPE, qui vise l'intégration des soins pour le patient. Elle dirige le maillon santé de Toronto, centre-ouest, depuis 2013. D'abord, je veux faire une petite présentation pour vous donner un peu de contexte. Nous allons parler évidemment de l'amélioration de l'expérience du patient grâce aux soins intégrés. Cela rassemble deux de mes passions. Lorsque j'ai commencé mon emploi actuel, j'ai parlé de donner une plus grande place aux patients. Et lorsque j'ai quitté le ministère, je travaillais beaucoup sur les soins intégrés. Donc, c'est très intéressant de rassembler ces deux concepts. Je ne vais pas trop parler du contexte pour le changement. Je crois que Danielle Martin l'a très bien fait. Elle nous a dit que différents sondages ont déjà démontré que nous offrions de bons soins, mais que nous pouvions faire mieux. Sur la scène internationale, nous ne faisons pas très bien. L'étude du Fonds du Commonwealth en 2014 a dénoté que nous pouvions améliorer les communications et la coordination des soins. Et j'espère que nos intervenants en parleront. Nous avons amorcé des projets pilotes en soins intégrés dans la province selon le modèle de Saint Joe et je suis certaine que Winnie nous en parlera. On a obtenu une grande satisfaction des patients, de meilleurs résultats cliniques, moins de visites à l'urgence et des séjours à l'hôpital beaucoup plus courts. Alors, qu'est-ce que sont les soins intégrés? Le système de soins de l'Ontario offre de bons soins. Mais nous avons fait du travail pour améliorer la livraison de soins intégrés. Lorsqu'on parle de soins intégrés, nous parlons d'une meilleure coordination pour le patient entre les transitions de soins, de manière à ce que le patient sache ce qui est en train de se passer et au moment où c'est en train de se passer. Dans ce modèle, il y avait un montant de financement unique pour une maladie donnée, pour une période donnée, y compris pour les transitions de soins. Et donc, nous espérons que nous pourrons améliorer l'expérience du patient, la qualité et la durabilité. D'après mon expérience dans les services publics pendant 33 ans, je peux dire, ou je crois enfin, qu'il y a un rôle pour le gouvernement et ses partenaires. Et je voudrais parler du rôle du gouvernement. Le gouvernement doit faciliter le changement. C'est un facilitateur pour la transformation dans les soins de santé, mais il a besoin de partenaires. Donc, le gouvernement doit s'assurer qu'il a des cadres de gouvernance, des lois et du financement pour permettre au changement de se produire. Il doit fournir des outils aux consommateurs et aux fournisseurs de soins de santé pour qu'il puisse y avoir des services de soins de santé guidés par les pratiques optimales. Évidemment, il faut garder un œil sur les finances, s'assurer que nous avons de la valeur pour l'argent que nous investissons et avoir également des indicateurs fiables pour nous assurer de la valeur des services que nous fournissons. Nous espérons pouvoir voir des améliorations dans les 4 dimensions dont le ministre Hodgkin a parlé dans son programme Le patient d'abord. Aujourd'hui, nous observons les soins intégrés. Les priorités provinciales sont axées autour du patient. Nous avons le plan d'action Le patient d'abord. Ce matin, nous avons parlé un peu des excellents soins pour tous. Également, nous nous sommes beaucoup axés depuis 2010 sur la reddition de comptes. Nous avons parlé des maillons santé pour mieux s'occuper des patients aux problèmes de santé complexes. Nous avons parlé de la réforme du financement du système de santé
Et récemment, nous avons parlé du modèle de financement intégré. Le rôle des réseaux locaux d'intégration de la santé. Dans mon premier mois, dans mon nouveau poste, nous avons passé beaucoup de temps sur les modèles de financement intégré. Nous avons revu, ou en tout cas révisé 6 projets avec Donna Cripps. Donc, ces 6 projets se retrouvent dans 5 réseaux locaux. Il y a 34 fournisseurs de soins de santé. L'objectif est toujours d'avoir une meilleure communication et une meilleure coordination entre les points de transition. Les maillons santé couvrent 14 réseaux locaux pour améliorer la coordination des soins, pour améliorer également les services pour les gens les plus vulnérables. Et nous voulons également étendre nos partenariats avec d'autres secteurs, dont les services sociaux. Il y a des douzaines de partenariats et de projets. Donc, les réseaux locaux sont un partenaire très, très important. Finalement, les facteurs critiques du succès, le facteur, l'application du patient. Il faut que la voix du patient soit entendue et que nous en tenions compte lorsque nous faisons la conception des soins. Sans le patient, pour qui faisons-nous ce système, organisons-nous ce système? Donc, j'aimerais passer la parole à Ed pour qu'il nous parle de ce qu'il a vécu dans notre système de soins de santé. Bonjour à tous. Je suis un peu nerveux. Je n'ai pas fait cela depuis 10 ans environ, depuis que j'ai pris ma retraite, le fait de parler à tout le monde. Je vais vous raconter mon histoire. Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas eu un système de soins de santé intégré. En fait, c'est mon médecin qui pratique la médecine intégrée. Lorsque je suis partie de Vancouver et que je suis arrivée à Toronto, j'ai rencontré mon médecin de famille. On s'est rencontrés une fois. 6 mois plus tard, elle me dit « Bon, faisons un examen général. Bon, il faudra faire une analyse d'urine, une analyse sanguine, etc. » Bon, je suis allée au laboratoire. 2 jours plus tard, elle m'appelle et me dit « Oh, viens au bureau, je dois te parler. » Nous nous sommes parlé et elle m'a dit « Il y a du sang dans ton urine. D'accord, il faut aller faire un ultrason. » Allons faire un ultrason. 2 jours plus tard, le rapport revient. Il y a des taches sur la vessie. Bon. Quelques jours plus tard, une cystoscopie à Mount Sinai. Ce que j'essaie de dire, c'est une chose après l'autre. C'est ainsi que les choses se sont produites parce que mon médecin a été proactif et elle m'a défendu. Et ensuite, elle a fait le suivi. Ensuite, j'ai eu l'opération, j'ai fait de la chimio et tout cela, et je vais bien. Alors, je suis ici aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu cet examen de routine, tout simple, je n'aurais pas pu être ici, comme ça a été le cas pour mon ami qui ne s'en est pas sorti. 2 ans plus tard, je retourne voir mon médecin. Elle me dit « Il faut aller faire une colonoscopie. Vous avez l'âge. » Bon, on le fait. On n'est pas très intéressé, mais on le fait. Alors, je me rends à St. Michael. Je fais tout le processus, je me réveille et le médecin me dit « Eh bien, vous avez le cancer. » Ah, bon. Vous avez un cancer colorectal et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la vie passe, il faut se trouver un chirurgien. Bon. Alors, je retourne à l'hôpital et le processus recommence. J'avais prévu un voyage en Europe. Mon médecin m'a dit « Vous n'y allez pas. D'abord, il faut faire les choses dans l'ordre. On fait la chimiothérapie. » Alors, j'ai fait des rondes partout. J'ai fait 6 semaines de chimiothérapie en constante. Bon, il y a ce tube dans le bras. Donc, on le fait. Et ensuite, la radiothérapie. J'avais une question. Si on fait la chimiothérapie,
et qu'on tue tout et qu'ensuite on fait la radiothérapie, pourquoi est-ce qu'on fait la chirurgie? Eh bien, c'est parce qu'il faut être sûr. D'accord. Nous continuons. Donc, on recommence le processus. Après 7 ou 8 jours, on obtient notre congé. Et 6 semaines plus tard, j'ai eu de la fièvre. J'étais très, très malade. Alors, je retourne à l'hôpital. On découvre un abcès. Bon, c'était dû à la chirurgie. Alors, le médecin a dit, nous allons faire des radiations d'intervention. Bon, d'accord. Ça a duré 6 semaines. C'est le casque qui a fait la coordination. Bon, ils ont fait toutes les interventions nécessaires, etc. Le tube a été retiré ensuite. 6 semaines plus tard, je suis allée au chalet, j'avais beaucoup de plaisir et tout à coup, je tombe encore malade, j'ai de la fièvre. Alors, je retourne à l'hôpital. Évidemment, nous avons fait un autre IRM. J'ai fait des douzaines de IRM. Je devrais briller dans le noir. Bon, l'abcès est revenu. Le chirurgien dit, nous allons le refaire. D'accord, mais vous allez le faire un peu différemment. Vous allez le faire correctement. Bon, 6 semaines plus tard, le médecin me dit, si cela se produit encore, je vais le séparer, j'y retourne, tout ça. Oh non, 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 je n'y retourne pas. Il ne m'a jamais revu après cela. Mais à cause de tous ces délais, je n'ai fait que 2 rondes de chimiothérapie après la chirurgie et la radiothérapie. Ils ont arrêté la chimiothérapie parce que cela était en train de me tuer. Ils m'ont dit, si on vous donne la dernière dose, vous n'allez peut-être pas survivre. Bon, je suis encore en vie, je suis là. Et ça fait environ 11 ans. Évidemment, la deuxième fois que j'y suis allée, il y avait l'épidémie du SRAS. Le portier qui était là, qui m'a amené de l'urgence jusqu'à ma chambre, j'ai appris finalement qu'il avait le SRAS. Il ne travaille toujours pas. Bon. J'étais très préoccupée par cela, mais j'ai survécu. Ensuite, je suis allée à Shanghai et à Beijing. À Beijing, je suis tombée malade. Nous parlons de la communication. Les communications sont très importantes pour moi, entre moi et mon médecin de famille, évidemment. Donc, je suis à Beijing. J'envoie un courriel à mon médecin pour lui dire « Écoute, j'ai de la fièvre. » Elle me répond pour me dire « Vous devez revenir aussitôt que possible. » Ma femme avait des antibiotiques avec elle. Elle m'a dit de les prendre et elle m'a dit qu'elle me verrait aussitôt que j'arriverais. Elle m'a vue tout de suite. Nous avons fait des analyses sanguines. Tout cela était à des niveaux dangereux. Et elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc nous allons faire un deuxième test. Un autre test, mon analyse sanguine était pire encore, et ce, en quelques jours seulement. Elle m'a dit, bon, je ne peux pas vous faire voir un hématologue avant 3 ou 6 semaines. La seule manière de voir un hématologue, c'est d'aller à l'urgence. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'urgence, j'ai attendu pendant très longtemps. L'hématologue m'a vue. Et ensuite, mon chirurgien est venu me voir parce qu'il avait découvert que j'étais là. Donc, ils m'ont réadmis. Eh bien, l'abcès était revenu 7 ans plus tard. J'ai été chanceux parce que mon analyse sanguine, évidemment, il n'y avait rien à faire, mais il y avait un nouveau médicament qui n'était pas encore tout à fait approuvé, c'était le Neupogen. Donc, le Neupogen m'a aidé pour mon problème sanguin. Ça a duré pendant 6 semaines et puis mon hématologue m'a arrêté cette médication. Bon, je vais vous dire que les communications, c'est essentiel pour moi. Je viens du milieu des affaires et c'est impératif dans ce milieu. Il faut utiliser les technologies à notre disposition. Il y a 7 ans, les courriels existaient. Donc, j'ai vu mon hématologue une fois, il a fait ce qu'il avait à faire, et j'ai dit, bon, écoutez, je suis ici depuis 3 heures, je perds votre temps, vous perdez mon temps, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas les choses différemment? Il a dit, d'accord.
Je lui ai dit, eh bien, communiquons par email. Je vais bien, et si je vous dis que je vais bien, pourquoi est-ce que vous voulez boire? Pour me donner les chiffres, vous pouvez me les envoyer. Alors, il m'envoyait les chiffres de mon analyse sanguine et moi, il envoyait tout cela également à mon médecin de famille. Ça continue pendant 3 ans et finalement, il m'a dit « Bon, je n'ai plus besoin de vous suivre, voyez votre médecin de famille et si les choses ne se passent pas bien, faites ceci. » Bon, d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que mon passage d'un point à l'autre, chaque fois, c'est mon médecin de famille qui l'a initié, qui a fait le suivi et qui m'a fait circuler dans le système. Donc, pour moi, ce qui compte pour les médecins de famille, c'est qu'ils doivent vous défendre. Ils doivent vous permettre de passer à travers le système et connaître très bien le système. Savoir qui est qui. Bon, le temps a passé. Il y a 1 an, je n'arrivais pas à me déplacer. Je ne pouvais pas marcher. Toutes mes articulations étaient extrêmement douloureuses. J'étais à l'agonie. Donc, nous recommençons tout le processus. Je vais voir mon médecin, elle m'examine, me dit « Bon, vous allez voir un interniste. » Il a commencé un processus, ça ne fonctionne pas. Bon, on va voir le rhumatologue, cela ne fonctionne pas non plus. Mon médecin de famille me dit « Vous avez besoin d'une deuxième opinion. » Je vais au Western Hospital, je vois un grand spécialiste. Et en même temps, 2 choses se passent. D'abord, il y a une tache sur un de mes poumons. Parce que je viens de Montréal et de l'Outaouais, bien des gens de cette région ont des taches sur leurs poumons. Ils voulaient s'assurer de soigner ça avec la prednisone. Et ils m'ont dit que je devais faire un test de tuberculose. Eh bien, figurez-vous, personne n'a de test. Il n'y en a pas dans la province. Alors, j'ai dû attendre pendant 2 semaines. Finalement, nous avons fait le test, je suis allée voir mon médecin. C'est l'infirmière qui l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que mon médecin de famille l'a obtenu. Nous avons essayé d'en obtenir un à l'hôpital, dans des cliniques, mais nous ne pouvons pas les obtenir. Finalement, tout cela pour dire, je n'avais pas la tuberculose. Cette tache sur mon poumon, c'était une sorte de champignon venant de Montréal ou de l'Outaouais. Bon, maintenant, j'ai l'arthrite. Mon médecin de famille m'a regardé et m'a dit « Nous n'avançons pas. Nous allons vous envoyer à l'hôpital des femmes, au Women's Hospital. Il y a une unité ambulatoire de soins de courte durée. Wow, c'est vraiment une unité fantastique. Ils font tous les tests nécessaires. Les IRM, tomodensitogramme, radiographie, analyse sanguine, culture d'urine. À cause de cette fièvre que j'avais eue, personne ne voulait faire le lien avec l'arthrite rhumatoïde. Finalement, ils ont fait le lien. Il a fallu que je retourne le vendredi suivant. Et ils ont compris que la fièvre n'avait rien à voir avec tout cela. Et donc, ils m'ont mis sur le méthotrexate. Donc, je prends de la méthotrexate et de la prednisone. J'essaie de cesser la prednisone. Le méthotrexate, je crois que je le prendrai pour le reste de ma vie. J'ai appris à faire mes propres injections parce que j'avais pris de la Neupogène il y a 7 ans. Bon. 3 choses que doit faire le système de soins de santé, de mon point de vue. D'abord, il faut se parler, mais on n'a pas besoin de le faire en personne. On peut se parler par courriel ou par n'importe quel autre système que nous avons. La première fois, lorsque j'ai eu ce cancer de la vessie, il a fallu que je transporte mon dossier d'hôpitaux en hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de système, tout était sur papier, etc. Bon, c'est bien, mais essayez d'avoir une photocopie de votre dossier médical, comme si c'était de l'or. Mais c'est mon dossier. C'est à moi, tout cela, c'est à propos de moi. Donc, c'est très important que les patients puissent avoir accès à leur information. Et il faut avoir une bonne communication avec votre médecin de famille. Le médecin de famille, c'est essentiel. La communication, c'est critique. Nous avons la technologie, pourquoi ne l'utilisons pas, plutôt que de perdre notre temps à faire les choses en personne. Je suis très chanceux.
J'ai un médecin de famille que je peux appeler aujourd'hui et lui dire « Je dois vous voir aujourd'hui ». Elle me répond « Pouvez-vous venir cet après-midi » ou sinon « Pouvez-vous venir demain matin ?» C'est comme cela qu'elle fonctionne. Donc, je n'ai pas à attendre 3 semaines. J'attends peut-être 4 heures, 24 au maximum. Pour moi, c'est là une toute nouvelle façon de pratiquer. Il y a 2 semaines, encore une fois, j'avais de la fièvre parce que j'ai des problèmes immunitaires. Donc, j'ai téléphoné. Elle m'a dit « Pouvez-vous venir ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas y aller, je vis à Lakefield, je ne peux pas y aller à temps. » Elle m'a dit d'aller à l'urgence. Je suis allée à l'urgence. Et ils m'ont fait encore toutes sortes de tests. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est un IRM, heureusement. Finalement, bon, ils n'ont pas fait cela, mais ils ont fait tous les autres tests. Tout est revenu négatif, évidemment. Ma fièvre est tombée, on m'a donné congé. Et finalement, toute cette information est partie vers mon médecin de famille. Alors, c'est mon histoire. Mon histoire souligne le fait que je suis chanceux. Parce que j'ai un médecin qui pratiquait l'intégration bien avant que le concept naisse. Je suis heureux et très chanceux d'être en vie parce que si ce n'avait pas été d'un simple test de routine, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous. Pour ce qui est de l'arthrite rhumatoïde, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a une jeune femme, une médecin. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que j'allais parler devant vous. Donc, elle savait que j'allais parler ici parce que mon médecin le lui avait dit. Donc, je lui ai dit cela à mon médecin de famille. Elle m'a demandé, est-ce que vous allez avoir quelque chose de bien à dire à mon propos? Et j'ai dit, oui, vous avez fait un excellent travail. Voilà donc mon histoire. Ce que j'ai retenu après tout cela, après tous ces épisodes de santé, de problèmes de santé, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je me sens très bien, je me sens en bonne santé, je me sens énergique autant qu'il y a 12 mois lorsque vraiment l'arthrite rhumatoïde m'a assommée. Pour moi, c'est là l'objectif. Il faut retourner à notre état d'avant. Moi, je suis chanceux parce que au cours des 14 dernières années, j'ai eu des épisodes très graves et je vais bien. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose. Je ne vous ai pas dit exprès qui est mon médecin de famille. Elle est ici, c'est Dr. Pauline Parisser. J'ai remarqué qu'il ne mentionnait pas le médecin de famille. Nous avons un excellent panel ici avec différentes perspectives sur la manière dont nous pouvons fournir des soins à aide. Voici donc Winnie Doyle. Merci à tous et bonjour. Donc, je voulais faire quelques commentaires sur le travail que nous avons fait dans le système de santé de St. Joe. Je vais vous donner un peu de contexte. Les éléments principaux qui nous ont aidés à progresser. L'une des choses absolument essentielles, la voix du gouvernement, l'encouragement et la vision du gouvernement. En ce moment, ce qui me frappe beaucoup, particulièrement à la lumière des élections fédérales, c'est le degré de cynisme que nous avons atteint par rapport au gouvernement. C'est très dangereux. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à tout cela au Canada. Notre projet sur les soins intégrés a été rendu possible grâce à la vision du gouvernement et le désir du gouvernement et de notre réseau local de voir une amélioration dans le système. Je veux vraiment remercier Suzanne qui a travaillé très fort avec notre président, directeur général Kevin Smith pour démarrer ce projet. Je ne crois pas que sans eux, nous en serions à ce point. Alors, voici ce que nous avons fait et pour vous donner une idée du progrès que nous avons fait. Quelques éléments qui sont importants de souligner.
certaines des choses dans la vision du gouvernement ont été formalisées et notre travail aligné. Comme le disait Daniel ce matin, il faut tirer parti des possibilités. Donc, je crois que ce travail était vraiment en ligne avec le plan d'action du gouvernement, avec la loi sur l'excellence des soins pour tous, l'esprit des maillons de la santé, etc. Tout cela parlait vraiment d'intégration. La réforme du financement du système de santé, le patient d'abord, les modèles de financement intégré et notre plan stratégique. Dès le départ, nous avons reconnu que nous avions besoin de faire quelque chose de plus radical. Nous devions faire des changements radicaux. Si nous voulions voir un véritable changement pour les patients que nous servons. Voilà. Alors, quel était le problème? Qu'est-ce que nous essayions de régler? Nous en avons parlé plus tôt ce matin dans les remarques d'ouverture et dans la présentation de Daniel. Bien des éléments dans notre système offrent des soins fantastiques. On l'a dit ce matin, moi j'ai beaucoup d'expérience et pendant ma carrière, j'ai vu des gens absolument admirables dans les efforts qu'ils déployaient pour améliorer l'expérience des patients. Mais ce qui manque, c'est la constance. Il y a une véritable fragmentation dans le système. Et nous devrions vraiment nous y attaquer tous ensemble. La coordination manque au niveau systémique. Également, la continuité dans les soins. La continuité, lorsque moi-même, je suis une patiente et en tant que fournisseur de soins de santé, c'est vraiment l'élément qui peut faire en sorte qu'on perd la confiance du patient si on ne coordonne pas vraiment les soins. Et je crois qu'il faut vraiment s'y attaquer. Il y a beaucoup de frustration également dans le système. Si nous examinons la valeur de ce que nous faisons, nous voulons vraiment nous assurer d'utiliser nos ressources de manière plus intelligente que ce que nous avons fait par le passé. Il faut éliminer le gaspillage, particulièrement lorsqu'on parle aux visites non nécessaires. Et également, il faut réduire les réadmissions à l'hôpital. Donc, le diagramme que je vous présente en ce moment, ce que je veux démontrer par là, en fait, c'était l'état des lieux avant l'introduction du programme de soins intégrés. Vous pouvez voir que les processus pour l'hôpital, pour nos partenaires dans la communauté, fonctionnait en silo. Tout le monde faisait de son mieux, c'est évident. Mais la structure ne permet pas une bonne intégration, en tout cas pas de la manière dont nous avions besoin. Alors, avec notre projet pilote, nous avons d'intégrer un modèle intégré avec une équipe clinique intégrée dans l'hôpital et au sein de la communauté. Nous avons développé un processus de soins intégrés. Ce que nous avons fait, donc, c'est que nous avons examiné le processus qui existait. Et nous avons été assez frappés, nous avions même un peu honte parce que il y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas connectés entre eux, beaucoup. Alors, quand nous avons reconstruit le processus, nous avons travaillé en consultation avec les patients et les consommateurs pour nous assurer que leur voix serait entendue. Nous avons également développé un dossier médical intégré. Donc, voilà ces trois éléments, l'équipe, le processus et le dossier médical intégré. Parlons du triple objectif. Nous voulions vraiment parler d'un forfait de financement intégré et nous allons dans cette direction. Donc, au sein de ce modèle de soins intégré que nous avons développé dans notre centre, il y a 7 éléments. D'abord, les coordonnateurs de soins intégrés. Ed en a déjà parlé, les soins primaires jouent un très grand rôle. C'est absolument fondamental pour notre réussite. Des fournisseurs de soins intégrés, c'est-à-dire un partenariat avec un seul fournisseur dans la communauté. Nous avons pu le faire parce que dans notre centre, nous avons 2 hôpitaux de soins de courte durée, nous avons une agence de soins à domicile et des soins de longue durée. Et ce partenariat était vraiment très important. Autre élément, une
ligne téléphonique 24 heures pour nos patients. La plupart des patients, de manière assez intéressante, ont essayé la ligne. Plusieurs d'entre eux voulaient seulement voir si ça fonctionnait. Mais lorsque nous avions un patient qui avait une question ou un membre de la famille d'un patient, il y avait un véritable accès 24 heures à un intervenant. L'objectif était d'assurer des soins au bon moment et d'éviter des visites à l'urgence. Évidemment, il y a des situations où les visites à l'urgence sont inévitables, mais nous voulions les réduire au maximum. L'autre élément, une équipe impliquée et engagée. Nous savons tous qu'il s'agit là d'un élément clé du succès dans l'ensemble de notre travail. Évidemment, il est facile de créer un projet pilote axé là-dessus. D'abord, c'est-à-dire que c'est plus facile de créer au sein d'un projet pilote, mais beaucoup plus difficile lorsqu'on essaie d'étendre tout cela à l'ensemble du système provincial. Il ne faut jamais sous-estimer la motivation que cela peut représenter pour une équipe. Nous avons des dossiers électroniques partagés et nous n'avons pas eu à faire de gros investissements parce que nous voulions vraiment utiliser les ressources existantes sans ajouter de coûts supplémentaires. Nous utilisons Skype et le téléphone. Bon, évidemment, on nous a dit qu'on ne devrait peut-être pas utiliser Skype. Nous en avons parlé aux patients. Nous voulions voir ce qu'ils voulaient utiliser, mais en fait, c'est un patient qui a suggéré d'utiliser Skype. Il faut compter sur nos lois sur la vie privée et elles sont là pour le bien commun, mais il faut également réfléchir à nos objectifs et il faut éliminer les obstacles. Bon, évidemment, un accès au bon moment à des soins médicaux, aux spécialistes et aux soins primaires. Voilà donc les éléments principaux de notre programme de soins intégrés. Cela vous donne une idée ici des groupes cliniques que nous avons choisis. Les 3 que nous avons choisis, nous les avons choisis parce qu'ils étaient prêts, parce que leur travail était déjà aligné avec le travail qui était fait au niveau provincial, au niveau des actes médicaux fondés sur la qualité. Nous voulions renforcer la capacité et ensuite nous avons inclus l'hôpital de Sainte-Marie où on fait de la chirurgie cardiaque. Voilà donc un résumé de là où nous en sommes en ce moment. Voilà donc une partie de ces projets. C'est les 6 projets provinciaux qui sont en train d'être développés et nous voulons étendre ce modèle à tous les sites de soins de courte durée. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de leçons, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons amélioré l'expérience du patient, nous avons de meilleurs résultats, particulièrement en ce qui concerne la durée de séjour, les taux de réadmission, le nombre de visites à l'urgence, et nous avons ajouté de la valeur au système. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Winnie. Voici Wade Petranik. Il nous parlera de la situation dans le Nord qui utilise les fins intégrés depuis très longtemps. Bonjour à tous. C'est très bien d'être à Toronto. Je ne viens pas à Toronto très souvent. Nous sommes en plein milieu de la fièvre du baseball avec les Blue Jays et c'est très excitant. Mais nous, dans le Nord, nous sommes très excités par les carrefours de santé. C'est un concept qui existe depuis un moment. Et ce sont vraiment des organisations de soins intégrés qui travaillent en collaboration pour mieux coordonner les soins pour tous nos patients. Dryden est une très petite communauté. Notre population fait environ 15 000 personnes. Nous sommes situés entre Winnipeg et Thunder Bay. Nous sommes à environ 2000 kilomètres de Toronto. Certaines personnes ne comprennent pas à quel point l'Ontario est grande. C'est une province gigantesque. Nous avons beaucoup de territoires, environ la taille de la France, et nous avons 250 000 personnes réparties dans la région nord-ouest. Donc, c'est assez difficile de fournir des soins à ces communautés isolées. Nous faisons partie du réseau local nord-ouest qui a un plan de services de santé qui parle de la livraison de
soins de santé à 3 niveaux. Donc, il y a 14 carrefours locaux de santé, il y a des programmes de district qui offrent des soins de plus haut niveau et ensuite des programmes régionaux où nous partageons l'expertise dans toute la région. C'est un excellent modèle par rapport à ce que Dr Martin disait ce matin. C'est-à-dire que nous devons arrêter de faire des projets pilotes et changer le système pour vrai. Je crois que notre plan est une bonne préparation à cela. Nous avons fait beaucoup de travail depuis les 3 dernières années. Évidemment, le progrès est toujours un peu lent, mais en même temps, au final, je crois que le résultat sera excellent pour les patients et pour nos collectivités. Alors, nous avons le Centre de santé régional de Dryden. Nous sommes responsables d'une équipe de santé familiale, d'un service hospitalier et d'un programme de toxicomanie et de santé mentale. Ce sont là les 3 programmes principaux dont nous nous occupons. Mais dans l'ensemble de la région nord, il y a de petits hôpitaux qui offrent un vaste éventail de services en continuité d'ailleurs, ce qui fait du sens évidemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces communautés, il n'y a pas beaucoup d'expertise au sein de ces communautés. Alors, celle que nous avons est très, très précieuse. Donc, nous devons pouvoir la partager également dans l'ensemble de notre région. Nous sommes également assez flexibles et cela nous a permis de vraiment bien répondre aux besoins de la population. Un exemple, je suis allée à l'urgence il y a 2 semaines pour un problème de santé. Et lorsqu'on va à l'urgence dans le Nord pour des soins primaires, il n'y a pas de problème à cela. Nous le faisons tout le temps parce que les médecins de famille offrent également des services en milieu hospitalier. Ils ne font pas seulement des soins primaires. Ils font de la clinique interne, ils font de la chirurgie, de l'obstétrique, des soins oncologiques. Parfois, ils sont assistants dans les salles d'opération et toutes sortes de choses. Alors, ils ne sont pas toujours disponibles pour leurs patients en soins primaires. La situation est que je suis allée à l'urgence et 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste de notre équipe de santé, mon équipe de santé familiale. La lettre disait « Vous êtes venu à l'urgence, nous avons vu que votre tension artérielle était assez élevée, alors venez pour qu'une infirmière puisse vous évaluer. » Mais qui n'a pas une tension artérielle élevée quand il va à l'urgence? Bref, je suis allée faire réévaluer ma tension artérielle. On m'a suivie pendant un moment. Pour cela, je n'avais pas un problème sérieux, mais j'ai pensé que c'était assez extraordinaire parce que je n'étais même pas au courant. Alors, je crois que la coordination entre les soins de courte durée et les soins primaires et les soins en santé mentale tout cela a été une très belle possibilité pour nous de faire de la meilleure coordination. Nous avons des programmes de proximité, nous envoyons des médecins ou des professionnels de la santé dans les appartements de personnes âgées pour faire des cliniques. Nous allons dans les communautés autochtones et c'est incroyable de voir à quel point les gens vulnérables parfois n'obtiennent pas les soins dont ils ont besoin, parfois parce qu'ils ont des problèmes de transport. Et certaines personnes ont besoin de soins et s'ils n'obtiennent pas leurs soins assez tôt, ils ont toutes sortes de problèmes. Alors, pouvoir les aider très tôt, cela évite beaucoup de complications. Nous nous sommes attaqués à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie à l'urgence. Nous avons une équipe mobilisée pour cela, pour les gens qui se présentent à l'urgence. Ces patients obtiennent des ressources, du soutien, également des thérapies après leur visite à l'urgence. Les gens de l'équipe de santé familiale vont voir les patients de l'hôpital qui ont des maladies chroniques et leur expliquent ce qui va se passer après qu'ils aient reçu leur congé. Ils leur expliquent les programmes et les ressources qui sont en place pour les aider à gérer leur maladie et ils leur font comprendre qu'ils ont toutes sortes de ressources pour le faire.
Nous faisons tout en notre pouvoir pour que la transition se fasse facilement. Nous faisons des visites à domicile pour le suivi également. Les gens qui sont atteints de maladies pulmonaires ou d'insuffisance cardiaque reçoivent une visite pour s'assurer que tout va bien, pour que les patients puissent poser des questions. Les spécialistes vont les voir à la maison pour voir si leur environnement à la maison est adapté, pour voir s'ils prennent leurs médicaments, etc. Nous utilisons beaucoup la télémédecine et la technologie. L'urgence et les soins de longue durée sont connectés de manière à éviter le transfert de patients âgés à l'urgence. Donc, nous utilisons les services de télémédecine de manière assez régulière. Quelques avantages. Eh bien, nous avons une structure de gouvernance intégrée et la composition du conseil est fondée sur les compétences. Dans les petites communautés, nous manquons de bénévoles et de directeurs qualifiés. Les gens qui comprennent bien le système de santé manquent. Cela prend beaucoup de temps, une bonne orientation, une bonne formation pour former de bons administrateurs de notre système de santé. Nous avons été en mesure de construire une infrastructure à cet effet. Et sans cela, nous n'aurions pas été capables d'avoir des services aussi efficaces. Toutefois, nous avons une bonne diversité. Notre conseil reflète bien la diversité de notre communauté. Tout est axé sur le patient. Et toutes les réunions commencent par l'histoire d'un patient. Autre chose très importante, la culture. Nous passons beaucoup de temps au sein de notre organisme pour vraiment se concentrer sur les valeurs de notre organisme et vraiment se rappeler comment nous pouvons nous rester en contact avec l'expérience du patient, ne jamais perdre cela de vue. Évidemment, il faut également se féliciter pour nos réussites. Je veux d'ailleurs féliciter tous les gens qui travaillent si fort. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour améliorer le système. Il y a beaucoup d'histoires très héroïques dont nous n'entendons pas souvent parler. Nous entendons toujours parler des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a beaucoup d'excellent travail qui se fait. Une gouvernance unique, évidemment, nous réduisons la bureaucratie, nous augmentons l'efficacité, nous avons des plans d'amélioration de la qualité intégrés partout dans notre organisation, ce qui fonctionne très bien, et nous partageons les ressources administratives qui parfois ne sont pas disponibles pour les plus petites communautés. Voilà donc quelques avantages des carrefours santé. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Maintenant, écoutons Dr. Pauline Parisser. Elle nous donnera sa perspective de médecin qui travaille en milieu urbain. Bonjour, je vais rester ici pour que je puisse voir l'écran. Je veux parler de mon expérience au sein des maillons santé. Nous avons vu une véritable mobilisation des ressources et des compétences axées sur le patient qui, auparavant, fonctionnaient dans des silos différents du système de santé. Grâce à des partenariats dynamiques, nous avons développé des coalitions de travail qui transcendent ces divisions, de manière à ce que les groupes qui ne travaillaient pas ensemble contrairement au nord, nous avons beaucoup de ressources en ville, mais nous ne parlons pas entre nous. Alors, tous ces groupes se sont rassemblés pour travailler ensemble entre les différents secteurs. Par exemple, vous voyez la flèche en haut, la flèche TCAT. Nous savons que les patients qui ont des problèmes de toxicomanie vont souvent à l'urgence et de manière répétée. Et ce qui se passe, c'est que l'hôpital développe une relation avec une agence de soutien communautaire qui n'existait pas auparavant. Alors, lorsqu'un de ces patients se présente à l'urgence, on avertit tout de suite l'équipe de toxicomanie de la collectivité de Toronto qui le prend en charge à l'urgence et qui commence un processus coordonné avec lui. Cela mène à d'excellents résultats pour le patient et une baisse importante des visites à l'urgence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet qui a commencé pour nous tous en 2012. Un projet qui date d'avant Maillon Santé, le projet SCOPE, qui vise une meilleure intégration des soins pour le patient.
C'est un projet qui a commencé lorsque le Toronto Western Hospital a analysé ces données par rapport aux visites à l'urgence. Ils ont découvert qu'il y avait 50 cabinets dans leur région qui leur envoyaient énormément de patients. De manière très progressive, on a demandé aux médecins de quoi avez-vous besoin pour améliorer les soins fournis à vos patients qui ont des problèmes complexes. Une consultation a été menée et en se fondant sur ce que les médecins ont dit et en se fondant sur la recherche, évidemment, nous avons développé une équipe interdisciplinaire virtuelle autour de ces cabinets. Les docteurs nous ont dit, nous voulons un point d'accès unique. Nous ne voulons pas avoir toutes sortes de formes de référence, de formulaires de référence. Nous voulons un processus rationalisé. Nous avons établi un numéro de téléphone. S'ils appuient sur un, ils peuvent parler à un interniste sur appel qui répond aux questions, qui retourne le rappel en 30 minutes et, dans bien des cas, voit les patients qui sont en train de décompenser, qui normalement se seraient retrouvés à l'urgence. Par exemple, quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, de l'asthme, peut-être un caillot sanguin. Et également, cette personne envoie les patients à des services de sous-spécialité. S'ils appuient sur le 2, les médecins peuvent parler au coordinateur du casque qui mobilise tous les services communautaires et à la maison. Également, ils ont accès à des services de gestion dans la communauté. S'ils appuient sur le 3, ils parlent à une infirmière attitrée. Cette personne devient les yeux et les oreilles de ces cabinets. L'infirmière travaille avec les intervenants de première ligne pour identifier les bonnes ressources en soins de courte durée, pour faciliter les références, etc. Il y a également des soins, un service de coach de santé qui vise à enseigner aux patients à gérer leur maladie. Finalement, s'ils appuient sur le 4, ils peuvent parler à un radiologiste. Nous avons offert ce service parce que beaucoup de docteurs nous ont dit que les patients avaient souvent besoin d'une radiographie urgente et que c'est pour cette raison qu'ils envoyaient leurs patients à l'urgence. Alors, voilà pourquoi nous avons établi ce service. Et nous enseignons également aux médecins de famille à déterminer quel est le bon test, etc. Finalement, les médecins peuvent avoir accès aux résultats de leurs patients en ligne. Donc, tout cela est très accessible. Les leçons que nous avons apprises. Ça fonctionne très bien avec les cabinets dont je viens de parler. Nous avons commencé avec 30 cabinets. Maintenant, nous en avons 120 au sein de notre réseau. Tout le monde, ou presque tout le monde, est très heureux avec le processus. 95% de taux de satisfaction. Nous avons également découvert que 64% de ces rencontres ont permis d'éviter aux patients d'aller à l'urgence. Alors, cela a eu un effet positif en la matière. Nous avons fait des entretiens qualitatifs avec des médecins qui nous disent que les patients se sentent mieux, ils se sentent pris en charge, ils sentent qu'ils ont des soins complets dans une période satisfaisante et ils se sentent moins isolés. C'est un phénomène assez récent de voir que les médecins de famille sont isolés des hôpitaux. Ils ont souvent plus de difficultés à accéder aux services de spécialistes parce qu'ils n'ont pas les liens qu'il faut. Alors, tout cela, notre projet encourage la relation de collaboration. Je crois que c'est un changement très important. Nous sommes en train de passer d'une culture de compétition à une culture de collaboration. Nous avions, c'était certainement nécessaire, mais de toute manière, qui se soucie des raisons? L'un des avantages non prévus de notre projet Scope, c'est que nous avons pu développer cette plateforme pour les spécialistes de manière à ce qu'ils créent des liens avec des médecins de famille. Alors, maintenant, nous avons des services de spécialité, la psychiatrie, la rhumatologie, la gynécologie, qui nous demandent, pouvons-nous rencontrer les médecins de famille de manière à savoir comment offrir des meilleurs soins à la population? Tout le monde travaille ensemble du même côté pour offrir de meilleurs soins aux patients. Merci. Nous avons
beaucoup de temps pour les questions. Alors, si vous avez une question, s'il vous plaît, avancez-vous au micro. J'espère que quelqu'un brisera la glace. Je ne peux pas être celle qui devra poser la question. Nous avons eu d'excellents intervenants. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. Sadra Delziel, je suis une aidante naturelle, ou j'ai été aidante naturelle pour mon mari qui est décédé de la maladie de Crohn il y a 2 ans. Winnie, vous m'avez gagné lorsque vous avez parlé de la ligne téléphonique disponible en tout temps. Lorsqu'on a une maladie complexe, Kevin savait quand les choses ne se passaient pas bien et ces situations ne se produisent pas toujours dans les heures d'ouverture et souvent nous devions prendre un taxi pour nous rendre à l'urgence. Ce que je veux vous demander, d'abord, comment vous l'avez fait fonctionner alors? Comment l'avez-vous amorcé? Comment cela fonctionne aujourd'hui? Oui, pour nous, c'est un élément très, très important. Nous allons le maintenir d'ailleurs. C'est un service offert tous les jours, 24 heures par jour. Ce n'est pas un service très utilisé, mais c'est un élément clé pour nous parce que cela aide les patients à obtenir des réponses rapidement. Nous espérons que les soins sont gérés de manière plus rapide. Souvent, lorsqu'ils sont dans une situation difficile, alors nous espérons que le problème est réglé plus rapidement grâce à cela. Mais ce n'est pas seulement la ligne téléphonique. Il faut également que les fournisseurs de santé connaissent la population qu'ils servent. C'est très important pour que cela fonctionne bien. Je voulais vraiment juste revenir sur ce point parce que obtenir accès aux fournisseurs de soins de santé qui le connaissent, c'est difficile lorsqu'on va à l'urgence parce qu'on doit tout recommencer à zéro à chaque fois. Je voulais tout simplement dire que c'est très soulageant pour les patients de savoir qu'ils peuvent avoir accès au système. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est précieux ce type de service pour le patient et pour sa famille. Je voudrais ajouter que le projet pilote de Saint Joe devait avoir confiance dans le fait que devait savoir qu'il ne parlerait pas simplement à une réceptionniste. La personne qui allait répondre pourrait s'occuper du problème ou, en cas de besoin, pourrait parler à une infirmière ou à un médecin de famille. Il faut vraiment que le service soit efficace et que cela corresponde aux besoins des patients. Bonjour, je m'appelle Viditi Carr, je suis doctorante. C'était une excellente séance. Ma question s'adresse à Suzanne également, au médecin de famille, et aussi à Wade. Si vous voulez répondre, vous pouvez. Vous avez parlé de SCOPE. C'est un projet très intéressant pour les soins primaires. Pendant la séance plénière, nous avons entendu de Daniel Martin parler de ces projets qui sont déployés en Ontario. Comment pensez-vous que ce type de projet peut être implanté et mis en œuvre dans les communautés du Nord? Est-ce qu'il y a des leviers au niveau du gouvernement? Est-ce que le gouvernement peut mettre en place des mesures pour aider la dissémination de ces projets? Bon, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais il me semble que c'est plus facile de mettre en œuvre ces projets dans des communautés qui sont peut-être déjà mieux intégrées dû leur taille. Il faut vraiment rassembler les acteurs importants, l'équipe de gestionnaires des hôpitaux, les défenseurs également, et les patients. Il faut vraiment que tout le monde se rassemble pour voir ce qui fonctionne dans un centre. Et ensuite, il faut développer une approche rationalisée pour que tout cela fonctionne. Jusqu'ici, les hôpitaux, dans le casque, financent le modèle de dotation. Si nous pouvons démontrer que nous avons une incidence, peut-être que cela peut être étendu au niveau provincial. Mais je crois qu'il faut vraiment voir comment on peut faire fonctionner les choses dans notre propre collectivité. Ce n'est pas très difficile de mettre en place un tel projet. Je connais bien le projet SCOPE. J'ai eu une très bonne expérience au Women's College Hospital.
Un peu d'argent a été mis pour commencer ce projet. Je crois que le gouvernement pourrait certainement permettre ou faciliter l'extensibilité de ce projet. Nous constatons souvent que les gens n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin d'un peu d'argent pour commencer. Ils ont besoin d'un élément motivateur, d'un élément rassembleur. Le projet Scope est une excellente initiative. Peut-être qu'avec QSSO, nous pouvons commencer à discuter de nos projets qui réussissent bien et essayer de les mettre en œuvre de manière plus systématique dans l'ensemble du système. Scope a bien fonctionné dans une région urbaine. Peut-être que cela ne convient pas à Dryden. Il faut voir où les projets sont pertinents, mais c'est une très bonne question. D'abord, merci beaucoup pour vos excellentes interventions. C'est toujours intéressant d'entendre le point de vue d'un patient. J'aimerais adresser ma question à Winnie Doyle. Je m'appelle Amika. Nous nous connaissons déjà, nous avons travaillé ensemble. Vous avez un excellent projet relié aux soins intégrés. J'ai lu beaucoup à ce sujet et je voulais vous poser une question précise. Je comprends que le modèle de financement se concentre sur priorise plutôt un poste de coordonnateur des soins à l'hôpital. Cette personne assiste le patient dès son admission tout au long de son séjour. Ma question, donc, peut-être que c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais ma question, nous sentons vraiment que le problème vient des transitions vers la communauté. On fait souvent un suivi après le congé. Comment pouvons-nous faire pour faire une meilleure coordination vers les services dans la communauté? Nos services de santé sont très axés sur les 8 à 12 semaines de soins à domicile de manière à aider le patient à s'autonomiser. Mais nous savons que s'ils n'ont pas une bonne intégration dans la communauté, ils vont revenir à l'urgence. Alors, est-ce que cette question fait partie de votre modèle ou non? Oui. Nous avons reçu un financement du ministère pour le projet pilote et pour les coordinateurs. Mais l'argent que nous avons en ce moment provient des organisations qui participent au projet. Il n'y a pas eu de fonds ajoutés par le ministère. Le rôle du coordinateur de soins, c'est de s'impliquer auprès du patient pendant le séjour du patient à l'hôpital, avant le séjour et également pendant la transition vers la communauté jusqu'à ce que le patient retourne en soins primaires. Nous avons suivi des patients pour 60 jours et le même coordonnateur a suivi le même patient pendant l'ensemble de cette transition. Une autre question, allez-y. Bonjour, je m'appelle Davina Carr. Je suis de Qualité des soins de santé Ontario. Merci beaucoup pour la séance. Une question toute simple. Pouvez-vous nous donner un exemple d'amélioration de l'expérience du patient de manière économique et de manière peu complexe, de manière simple, qui est venue des soins intégrés? Tout le monde me regarde. Bon. Alors, je vais donner mon point de vue venant du Nord et d'un milieu rural. Je crois qu'une des fausses idées qui circulent, c'est que tout dépend de où on reçoit nos soins et des coûts. Je crois que la situation du Nord est un peu différente. Nous avons une capacité de service à coût fixe. Nous avons vraiment besoin d'avoir une flexibilité de manière à utiliser la capacité que nous avons pour créer cette masse critique. Nous ne voulons pas retirer toute la masse critique hors de l'hôpital parce que si nous n'offrons pas les services, ce n'est pas bon pour la communauté. Donc, le coût, c'est un élément, évidemment. Par exemple, si vous avez un lit vide
Il y a beaucoup de lits vides dans les communautés du Nord. Il y a beaucoup de patients qui ont d'autres modèles de soins également dans ces lits. Alors, est-ce que c'est moins cher pour le patient de rester un jour ou deux de plus à l'hôpital pour s'assurer que tout est prêt à la maison, ou alors de doubler ce service en quelque sorte dans les soins à domicile, alors que les professionnels de la santé souvent doivent faire de grandes distances entre les patients qu'ils visitent. Souvent, ces professionnels ne voient que 3 ou 4 patients par jour parce qu'ils font de très grandes distances pour voir tous ces patients. Alors, je crois que la combinaison de services doit être différente selon la région. Tout le monde dit qu'il faut réduire les visites à l'urgence, mais nous, dans le Nord, les visites à l'urgence sont une chose naturelle, pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais l'autre facteur, c'est que nous n'avons pas de clinique sans rendez-vous. C'est le seul point d'accès pour les services de santé. Je crois que c'est vraiment différent selon la région. Mon ancien patron disait toujours qu'il fallait utiliser cette invention moderne qu'est le téléphone. Le téléphone, c'est très efficace. Nous avons parlé avec Ed de ces appels qu'il passait à son médecin de manière à avoir une rétroaction rapide plutôt que d'aller faire une visite à l'urgence. Bonjour. Excellents exposés aujourd'hui. Je m'appelle Kathy Peters et je travaille pour le projet de soutien en cas de troubles du comportement au réseau local de HNHB. Je voulais poser une question à Wade. Edward a fait un excellent travail en parlant de la communication et de la collaboration entre les secteurs. Wade, j'ai vu votre visuel concernant les soins de longue durée. C'est là un élément majeur dont nous ne parlons pas souvent. Nous, dans notre établissement, nous offrons une combinaison de soins de longue durée et de services communautaires. Nous entendons souvent que la transition est difficile entre les différentes unités. Pouvez-vous parler un peu plus de votre utilisation de la télémédecine entre les soins de longue durée et l'urgence, particulièrement pour la population plus âgée qui, parfois, ont des troubles de comportement? Si vous vous en servez pour ce type d'intervention, j'aimerais le savoir. Oui, bien sûr. C'est un excellent point. Avoir la capacité, c'était le premier élément. Les soins de longue durée n'avaient pas cette capacité d'utiliser la télémédecine. Alors, nous les avons connectés au réseau de télémédecine Ontario. Depuis ce temps, nous utilisons la télémédecine pour faire des consultations d'urgence. Parfois, nous utilisons le service pour voir si un patient doit être transféré à l'urgence ou non. Mais c'est une manière également pour les patients d'accéder à des services de spécialistes. Donc, ils ont accès à ces spécialistes à partir de chez eux. Ils ont accès à des ressources de formation, des ressources d'éducation. Et également, ils peuvent faire des visites de famille. Nous avons été capables de connecter des patients âgés avec des membres de leur famille qui vivent beaucoup plus loin, ce qui a été très important pour ces patients. Bon, on m'avertit que notre séance doit se terminer. Je veux remercier nos présentateurs. Je veux remercier particulièrement Ed qui nous a partagé son expérience dans le système de soins de santé. Également, merci aux autres intervenants. Je veux remercier le public de s'être joint à nous et d'avoir posé des questions. J'espère que vous profitez du reste de votre journée ici pendant cette conférence. Merci.